Ma sœur, Chloé, l'étoile brillante de la famille, qui mesurait la valeur en marques de luxe et en chevaux vapeur, se tenait figée, le visage un masque pâle sous l'éclat cru des lumières du garage. Son monde parfaitement orchestré s'effondrait. Et le Hammer était un véhicule blindé noir mat qui occupait la majeure partie de l'espace. Je vérifiais méthodiquement les fermoirs de mon gilet tactique, les clics familiers contrastant vivement avec sa respiration saccadée. Mon cousin, Leo, un spécialiste en technologie qui opérait dans le même monde obscur que moi, ne leva jamais les yeux de sa console à l'intérieur du camion. Anne, dit-il, la voix tendue par l'urgence. Nous avons une confirmation satellite. L'actif est compromis. L'opération Nightfall est lancée. Décollage dans 5 minutes. J'ajustais l'écouteur de communication, mon regard fixé sur la mission à venir, et non sur le drame familial qui implosait derrière moi. Le personnel devait disparaître. Reçu, dis-je dans le micro, ma voix plate. Professionnelle, une voix qu'elle n'avait jamais entendue. Phoenix est en route. Je vis ses lèvres former le mot, un nom qu'elle n'avait entendu que murmurer aux informations en lien avec des catastrophes évitées et des sauvetages audacieux. Phoenix, murmura-t-elle, le son avalé par l'espace caverneux. C'est toi? Pour comprendre l'expression de pure terreur sur le visage de ma sœur, pour saisir pourquoi le nom Phoenix bouleversait son monde, il faut remonter 2 heures plus tôt, au parking du restaurant où elle avait décidé que ma Honda Civic de 2012 était la plus grande honte que notre famille ait jamais endurée. Nous quittions le dîner d'anniversaire de notre père. J'étais Anna, l'archiviste timide du département d'État avec un emploi ennuyeux mais stable. Elle était Chloé, l'enfant prodige, directrice marketing dont la vie était une performance constante de succès. Dans la zone du voiturier, sous la lueur chaude de l'enseigne du restaurant, elle m'attira à l'écart. Sérieusement? Anna, siffla-t-elle, la voix dégoulinante de venin. Tu l'as garée juste devant? Les gens regardent. Tu nous fais passer pour des pauvres avec cette Honda? Elle gesticula sauvagement vers ma voiture. Un véhicule choisi précisément pour sa capacité à passer inaperçu, c'était le même geste dédaigneux qu'elle avait utilisé pour mes chaussures pratiques. Ma montre simple. Chaque élément de ma couverture soigneusement construite, à profil bas, c'est humiliant, déclara-t-elle. Ou tu achètes une voiture décente, ou tu ne viens pas au prochain événement familial. Sa voix était forte, assez pour porter. Je vis mon patron. Le directeur adjoint Evans, passé avec sa femme. Il me lança un regard bref, indéchiffrable. Avant de continuer, une peur froide, acide et tranchante, m'envahit. Ce n'était pas juste Chloé qui était cruelle, c'était une brèche. C'était un projecteur que j'avais passé des années à éviter. Et elle venait de le braquer droit sur moi. Une fureur froide s'installa au creux de mon estomac. Je ne dis rien, montai dans ma voiture et partis, ignorant la chaîne de textos furieux qui suivit. Le risque professionnel avait rendu cette insulte personnelle impardonnable. Ma famille fonctionnait selon un ensemble de règles simples et tacites. Règle numéro 1. Chloé était le soleil, et nous autres étions des planètes mineures, orbitant autour de son éclat. Je voyais cela se jouer à chaque fête, chaque anniversaire, chaque petit rassemblement familial. Je me souviens d'un Noël avec une clarté parfaite et douloureuse. Ma sœur, Chloé, la fille en or de la famille, tenait cours dans le salon, régalant tout le monde d'une histoire sur un énorme contrat marketing qu'elle venait de conclure. Elle parlait en jargon marketing amicaux, se peignant comme une guerrière en salle de réunion. Et nos parents étaient captivés. Le grand final fut le cadeau de mon père. Une montre de designer étincelante dans une boîte doublée de velours. Alors qu'elle l'accrochait à son poignet, je ne vis pas seulement la montre, je vis le cours avancé de codage que je voulais suivre et qui avait été jugé trop cher. Je vis la compte pour ma Honda que j'avais dû économiser moi-même parce que l'argent était serré. Je vis une décennie de contraintes budgétaires soigneusement expliquées, toutes rendues insignifiantes par un seul cadeau extravagant destiné à récompenser un succès qu'il pouvait comprendre. Plus tard, j'essayais de partager quelque chose de personnel. Je parlais d'un projet d'archivage complexe que je venais de terminer, ma version aseptisée et ennuyeuse d'un débriefing de mission réussie qui avait pris 3 mois de ma vie. Mon père, Robert, un cadre commercial à la retraite, qui croyait que la valeur d'une vie se trouvait sur un bilan comptable, me tapota la main d'un air conciliant. « C'est bien, ma chérie, dit-il, ses yeux dérivant déjà vers Chloé. Au moins, c'est un emploi gouvernemental stable,
La condescendance était une chose physique. Une lourde couverture que j'étais forcée de porter. Chloé se contenta de ricaner depuis l'autre bout de la pièce, la nouvelle montre captant la lumière. C'était leur récit, et ils s'y tenaient. Dans leur monde, j'étais la bibliothécaire, calme, fragile et tout à fait insignifiante. Plus tard ce soir-là, ma mère, Linda, une femme qui traitait l'harmonie familiale comme une religion et la vérité comme une hérésie facultative, me coinça dans la cuisine. Elle se tordit les mains, un geste que je savais signifier qu'elle allait délivrer une platitude bien intentionnée, mais totalement inutile. « Tu sais comment est ta sœur ?» Tout en apparence, murmura-t-elle, comme si les murs pouvaient écouter. « Ne la laisse pas t'atteindre. Ta vie calme est une bénédiction, Anna. Pas de stress, pas de drame. » Je me contentais de hocher la tête. Argumenter était inutile. Elle ne pouvait pas comprendre que son idée d'une bénédiction était, pour moi, une cage construite d'attentes basses. Cette vie calme et sans stress qu'elle imaginait pour moi était une fiction. La réalité était un monde entièrement différent, un monde de silence absolu et de pression écrasante. Il existait dans une salle insonorisée et sécurisée, au plus profond d'un bâtiment gouvernemental anonyme, un endroit qu'ils appelaient un CIF. Il n'y avait pas d'histoire bruyante ici, pas de célébration performative. Il y avait seulement le bourdonnement bas des serveurs, l'éclat de gigantesques moniteurs affichant des flux satellites et des streams de données, et le poids de vie en suspens. J'étais membre d'une cellule de planification d'évacuation non combattante, et une ambassade dans une région volatile était sur le point d'être envahie. La salle était imprégnée de tension. Des colonels et des officiers supérieurs débattaient, leurs voix tendues par le stress. Des mérites de 2 routes d'exfiltration tout aussi terribles. Je ne les écoutais pas, j'écoutais le silence numérique. Je scannais les renseignements de signaux bruts, chassant des motifs dans le chaos. Et puis je le vis, une faible rafale répétée de données cryptées sur une fréquence supposée, calme le long de leur route d'évacuation principale. C'était du bavardage fantôme, c'était l'empreinte numérique d'une embuscade en attente, un piège que personne d'autre n'avait vu. Je me levai, ma voix tranchant à travers les arguments. « Monsieur, les SIGINT montrent du bavardage fantôme sur la MSR Bravo. » Tous les regards se tournèrent vers moi. J'avais l'attention de mon supérieur, le général Markovitch, un liaison JSOC grisonnant aux yeux qui ne rataient rien et à l'intolérance légendaire pour l'incompétence. Il ignora les colonels balbutiants et me regarda directement. Il se fichait de mon grade ou de mon titre. Il se souciait des données. Je recommande de dévier vers le point d'exfiltration tertiaire. Nom de code Pathfinder. Nous sacrifions la vitesse, dis-je, gardant ma voix stable. Mais nous maintenons la sécurité opérationnelle. Il y eut une longue pause tendue. Le général fixa la carte, puis moi. Il faisait plus confiance à mon analyse qu'aux suppositions d'hommes qui me surpassaient de 2 décennies. Il hocha la tête une fois. Faites-le Phoenix. Phoenix. Le nom qu'il me donnait dans ce monde. Des noms qui signifiaient compétence et survie. Le contraste était une ironie vertigineuse et douloureuse. À la maison, j'étais Anna, la bibliothécaire, une personne si fragile et discrète qu'elle ne pouvait pas gérer les complexités du monde réel. Ma famille voyait une femme qui avait besoin d'une vie calme, parce qu'ils pensaient qu'elle était incapable de naviguer dans une vie bruyante. Mais dans cette salle, celle qui comptait vraiment, j'étais celle qui naviguait des scénarios de vie et de mort, tandis que des hommes, 2 fois plus âgés, retenaient leur souffle. Attendant ma recommandation, ils avaient écrit mon histoire pour moi. Anna, la bibliothécaire calme, ils étaient à l'aise avec cette fiction. Mais après cette nuit dans le parking, je savais qu'une page allait être tournée. Je ne savais pas alors que Chloé elle-même insisterait pour être là pour la lire. Quand je rentrais à la maison, la colère était un nœud froid et dur dans mon estomac. Ce n'était pas juste l'humiliation, c'était l'insouciance, la pure imprudence. Toute ma carrière, toute ma vie était bâtie sur une fondation d'invisibilité. Chloé venait d'allumer un feu sur ma pelouse. Pour que le monde entier le voie, je m'assis à mon ordinateur portable, l'écran illuminant un visage figé comme la pierre. Il y avait des protocoles pour cela. Je commençais à taper le rapport d'incident obligatoire, les mots sonnant cliniques et détachés. Attention publique injustifiée. Compromis potentiel de couverture. C'était un casse-tête bureaucratique. Une conséquence directe de l'incapacité de ma famille à voir au-delà de son propre reflet, alors que mes doigts bougeaient sur le clavier. Un téléphone sécurisé séparé sur mon bureau bourdonna une fois.
C'était un son que je n'avais pas entendu depuis des mois, un son qui vaporisa instantanément toute autre pensée dans ma tête. Je le décrochai. L'écran affichait une seule phrase codée: Protocole Nightfall activé. Juste comme ça, le drame familial, la colère, l'insulte. Tout s'évapora, c'était du bruit. La mission était le signal. Ma formation prit le relais. Un courant de pure concentration qui balaya tout le reste. Il n'y avait pas de place pour Anna la sœur. Il n'y avait que l'objectif. Mon premier mouvement fut automatique. J'envoyais un message de confirmation à un seul caractère, un simple, oh, qui mettrait en marche une douzaine d'engrenages cachés, alertant mon gestionnaire et mon soutien local désigné, mon cousin Léo. Mon corps était déjà en mouvement, mes pas déterminés tandis que je traversais le salon vers une section vide du mur. J'appuyais mon pouce sur un panneau biométrique caché, puis me penchais pour le scan rétinien. Il y eut un faible sifflement hydraulique alors qu'une section du mur glissait, révélant un casier de matériel tactique noir mat. Ma stratégie n'était plus une question de sentiment ou de famille, c'était une question de procédure. Une séquence pratiquée de mouvements que je pouvais effectuer dans mon sommeil. Je sortis l'armure légère, le zip satisfaisant du gilet, un confort familier. L'écouteur de communication glissa en place, suivi du holster de l'arme de poing, que j'attachai solidement à ma hanche. Chaque mouvement était silencieux, efficace et sans hésitation. J'étais pleinement équipée et prête, ma main sur le bouton pour ouvrir le garage. Quand un martèlement furieux résonna de ma porte d'entrée, c'était frénétique, insistent, c'était Chloé. De toutes les nuits, pensais-je, une vague froide de frustration m'envahissant. Une alerte de niveau 4 est active, et ma sœur gâtée est à la porte. Exigeant des excuses pour le crime de posséder une voiture fiable, j'avais deux choix: l'ignorer et risquer une scène qui alerterait tout le quartier, ou la laisser entrer et risquer qu'elle voie ce qui se trouvait derrière la porte du garage. Le martèlement s'intensifia, mon devoir envers la mission passait en premier. J'ouvris la porte, et en le faisant, j'ouvris ses yeux pour toujours. Je laissai Chloé entrer comme une tempête, sa voix s'élevant déjà avec le rythme familier d'une leçon que j'avais entendue 1000 fois. Je ne me tournai pas pour lui faire face. L'horloge de la mission tic-tac dans ma tête. Et ces mots n'étaient que du bruit de fond. Le statique d'un monde que j'étais déjà en train de quitter. Je marchais avec détermination à travers le salon et dans le petit vestiaire qui menait au garage. Elle me suivit, ses pas faisant écho aux miens, sa voix devenant plus stridente à mesure que sa frustration montait. J'en ai tellement marre que tu t'en fiches. Anna, papa est déçu, maman est embarrassée. Et toi tu flottes dans la vie, dans cette petite bulle beige qui est la tienne. Ces mots étaient censés être des poignards. Déception, embarrass. C'étaient les deux piliers du jugement de ma famille, réservés à tout choix qui ne s'alignait pas sur leur définition étroite du succès. Je pensais au visage de mon père au dîner, un masque de politesse tendu. Je pensais au murmure frénétique et conciliant de ma mère. Ce moment était le point culminant de chaque tape condescendante sur la tête, de chaque commentaire dédaigneux sur ma vie calme. J'atteignis la porte intérieure du garage et posai ma main sur la poignée froide en métal. Chloé parlait encore, son monologue atteignant son apogée. Je n'entendis pas le reste. Mon pouce trouva l'ouvre-porte du garage sur le mur, et je l'appuyai sans rompre mon allure. Il y eut un grognement bas, puis le grondement de la lourde porte commençant sa lente ascension. Le son trancha son diatribe, et elle se tut enfin. Une fine bande de lumière blanche froide laide apparut au bas, s'élargissant de plus en plus, se déversant dans le vestiaire sombre et projetant nos ombres en relief tranchant. Elle s'approcha à côté de moi, prête à continuer son attaque, mais les mots moururent sur ses lèvres. Son expression enragée fondit, remplacée par une confusion bouche bée. Dans l'espace où elle s'attendait à voir ma modeste Honda et du matériel de jardinage, une autre réalité était garée. Ce n'était pas une voiture de luxe, c'était un Ford Expedition noir mat fortement modifié. Sa surface semblait absorber la lumière, et ses vitres étaient teintées d'un noir impénétrable. Il était clairement blindé, posé lourdement sur des pneus épais increvables. Une antenne satellite compacte était pliée sur le toit, à côté d'une suite d'autres antennes, que je savais capables d'intercepter un murmure à 1,5 km. L'intérieur du véhicule était illuminé d'une lueur bleue et verte froide de multiples écrans électroniques, projetant une lumière éthérée sur mon cousin Léo, qui était déjà à l'intérieur, effectuant les diagnostics finaux. Les yeux de Chloé balayaient les lieux, essayant de traiter la scène impossible. Le mur à outils parfaitement organisé ne contenait pas de clés et de tournevis.
mais des caisses Pélican et des stations de charge pour du matériel qu'elle ne pouvait nommer. L'air sentait l'ozone, le métal propre et le caoutchouc. Pas l'huile et l'herbe coupée. Son regard passa du véhicule monstrueux à mon visage, le sien contorsionné par l'incrédulité. La voix de Léo, tranchante et professionnelle, coupa le silence. Les communications sont sécurisées. La liaison cryptée est stable. Nous sommes verts sur toute la ligne. Phoenix. Il me tendit une tablette par la fenêtre, son écran affichant une image satellite détaillée d'un col de montagne éloigné. Chloé tressaillit au nom de code. Leo. Qu'est-ce que tu fais ici? Balbutia-t-elle, sa voix à peine un murmure. Phoenix. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ignorais complètement. Ma concentration était absolue. C'était mon test de compétence en direct. Une démonstration imprévue pour un public d'une personne. Je passais en revue ma liste de contrôle pré-mission, mes mouvements économes et assurés. Je vérifiais le joint de mon écouteur de communication, fis un dernier contrôle de tension sur les sangles de mon gilet et passai mon pouce sur la poignée de mon arme de poing, m'assurant qu'elle était bien en place dans son holster. Je scannais le contenu de mon kit médical, mon esprit cataloguant chaque item. Ma voix, quand je parlais, n'était pas le ton calme et doux d'Anna, c'était la voix de commandement de Phoenix. Calme, autoritaire et froide. Pointant un secteur sur l'écran de la tablette, je parlais à Léo. Leur route principale est bloquée ici. Ils seront canalisés vers le sud. Ayez un soutien aérien en stand-by pour une extraction chaude au point de ralliement, Sierra. Pas de déviation. Ce n'était pas juste le camion qui la brisa, c'était le langage. C'était l'autorité décontractée avec laquelle je parlais de choses comme des extractions chaudes et des points de ralliement. C'était le travail d'équipe fluide avec Léo. Par-dessus tout, c'était le nom Phoenix. Un nom qu'elle aurait entendu aux informations. Un agent gouvernemental obscur crédité d'avoir résolu une crise d'otages en Europe de l'Est quelques années plus tôt. Dans son esprit, c'était un héros folklorique, un personnage de film. Pas sa sœur calme et ennuyeuse qui travaillait dans des archives. Elle comprit enfin l'emploi de bureau ennuyeux, la voiture bon marché, le comportement discret, le refus de se soucier des symboles de statut. Ce n'était pas un échec, c'était une forteresse. C'était une couverture. Ses yeux dérivèrent vers le coin du garage. Où ma petite Honda Civic était garée, elle ressemblait à un jouet d'enfant à côté du camion blindé. Elle regarda la voiture qu'elle avait moquée, l'objet de son profond embarras, et pour la première fois, elle la vit pour ce qu'elle était, pas un symbole de pauvreté, mais un outil d'invisibilité. Sa voix trembla, épaisse d'une réalisation naissante et écœurante. Tout ce temps, j'étais en train de me moquer de toi pour être en sécurité. J'arrêtai ma vérification finale et me tournai pour la regarder. Vraiment la regarder, pour la première fois depuis son arrivée. Mes yeux rencontrèrent les siens, et je la laissai voir l'abîme qui séparait nos deux mondes. Il n'y avait pas de colère en moi, seulement une vaste distance froide. La sécurité est un luxe que je fournis aux autres, dis-je, ma voix égale. Ce n'est pas un que j'obtiens pour moi-même. Elle resta là, sans voix, tandis que je montais sur le siège conducteur. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait rien à dire. Elle me vit enfin, mais la personne qu'elle voyait était déjà partie. Je mis le camion en marche. Le moteur, un grondement bas et puissant qui vibra à travers le siège conducteur. Je ne regardais pas en arrière vers Chloé. Je ne pouvais pas. Dans ma caméra de recul, je vis sa silhouette rétrécir tandis que je sortais dans la nuit. Puis, la lourde porte du garage commença sa descente. Un épais rideau d'acier glissant vers le bas, la scellant lentement. Cela coupa la lumière, la replongeant dans l'obscurité du monde qu'elle pensait connaître, la laissant seule avec le fantôme de la sœur qu'elle n'avait jamais eue. La dernière chose que je vis avant que la porte ne se ferme complètement fut mon cousin Léo. S'arrêtant à la porte, il lui lança un long regard, non de colère, mais de profonde déception, avant de fermer doucement la porte, la laissant emmurée dans le silence de ma vraie vie. Puis, elle disparut de mes pensées. La mission était tout ce qui existait. Les heures qui suivirent furent un flou de concentration intense. Un monde loin du drame suburbain. Je me souviens de la sensation de l'air froid de la nuit entrant, tandis que nous coordonnions avec l'équipe d'extraction. Équipe au sol, ma voix, une présence calme et stable dans leurs oreilles, via les communications cryptées. Je me souviens des moments tendus et silencieux à regarder un flux satellite, mon doigt traçant un chemin sur l'écran qui mènerait 3 personnes terrifiées à la sécurité. Il y eut un bref échange réussi dans la pénombre pré-aube, un tourbillon de mouvements contrôlés et d'accusés de réception professionnelle et bref.
Et puis, la sensation des roues de l'avion de transport quittant le tarmac. Une ascension puissante nous emportant loin du danger et vers la maison. C'était juste un mardi comme un autre. 6 mois passèrent. 6 mois de silence de ma famille. Pas d'appel, pas de texto furieux, juste un vide. À ce moment-là, mon propre monde s'était élargi. Je n'étais plus juste une opératrice. J'avais été promue chef de section. Mon nouveau bureau était spartiate et fonctionnel, avec des meubles gris acier et des murs sécurisés, mais il avait une grande fenêtre à triple vitrage donnant sur le campus gouvernemental sécurisé. C'était mon domaine maintenant. Mes jours étaient à passer non sur le terrain, mais dans le centre de commandement, à diriger des briefings et des opérations. L'adrénaline de la mission était remplacée par le poids lourd de la responsabilité pour les gens qui sortaient encore dans la nuit. Mon équipe était ma nouvelle famille, une unité forgée non par le sang, mais par le respect mutuel et le risque partagé. Léo était mon analyste principal maintenant. Sa brillance enfin donnait l'envergure qu'elle méritait. Quand je terminais un briefing, esquissant une opération complexe avec une douzaine de pièces mobiles, il n'y avait pas d'éloge condescendant. Il y avait seulement un échange silencieux de regards complices, une série de hochements de tête courts et vifs des professionnels autour de la table. C'était la seule validation dont j'avais jamais eu besoin, l'approbation silencieuse de gens qui comprenaient les enjeux, qui savaient exactement de quoi j'étais capable. Ils me voyaient pour exactement qui j'étais, et ils me confiaient leur vie. Ce matin-là, après une session de stratégie particulièrement épuisante, je m'assis seule à mon bureau. Le bourdonnement calme de l'installation sécurisée, une présence réconfortante. J'ouvris mon ordinateur portable personnel pour vérifier l'heure. Et il était là, un seul email non lu. L'expéditeur était Chloé Jensen. La ligne d'objet était un seul mot. Anna. Mon doigt plana au-dessus de la souris. Je savais avec une certitude absolue ce qui s'était passé pendant ces 6 mois de silence. Chloé leur avait dit. Elle avait tout dit à nos parents. Et la réalité de qui j'étais avait brisé la fiction confortable qu'ils avaient construite autour de moi. Leur silence n'était pas de la colère, c'était de la peur. C'était la honte paralysante de savoir qu'ils avaient passé 30 ans à rabaisser une héroïne, à choyer une performeuse tout en ignorant une protectrice. Ils ne savaient plus comment parler à Anna la bibliothécaire, et ils étaient terrifiés par Phoenix. Cet email contenait-il des excuses, une supplication désespérée pour la compréhension, une accusation finale et amère? Pendant un moment, un éclat de l'ancienne moi, la fille qui voulait juste que sa famille la voie, fut tentée de cliquer. J'avais presque besoin de savoir. Mais ensuite, je levai les yeux de l'écran de l'ordinateur portable. Mon regard tombant sur les dossiers de missions classifiés empilés proprement sur mon bureau, je pensais au visage des gens de mon équipe, au poids de la confiance qu'ils plaçaient en moi. Ma paix était ici, dans cette pièce. Mon héritage n'était pas quelque chose qu'ils pouvaient me donner ou me prendre. Il était dans ces dossiers, dans les vies sauvées, dans le bourdonnement calme de ce bâtiment où mon vrai travail était fait. Leur jugement n'était plus partie de l'équation. D'un mouvement lent et délibéré, je traînais l'email non ouvert dans le dossier d'archives. Je n'avais pas besoin de le lire. J'avais déjà la réponse que je cherchais. Je fermai l'ordinateur portable et me tournai vers les plans de mission, mon esprit déjà à des milliers de kilomètres. Concentrée sur la route devant moi, ma sœur avait passé des années à juger la voiture que je conduisais, sans jamais penser à demander quelle route j'empruntais. Maintenant, elle sait, mais cela n'importe plus, parce que je ne regarde plus dans le rétroviseur.